Très bien. Et ben merci aux quelques personnes qui sont présentes. Alors même si on n'est pas nombreux, l'avantage c'est que comme ça, on pourra faire le replay aussi après coup. Donc ça, c'est toujours intéressant. J'espère que j'ai pas besoin de micro. On va essayer comme ça. Tu peux monter le ton. Non. On va détendre la voix. Donc, on va parler un petit peu interface graphique. Alors, c'est pas forcément une session technique, mais là, on va être vraiment dans de la prospective et qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avant. Donc, on va parler des origines de l'interface graphique, pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc, je commence ma aventure en 63, quand même, et je termine à l'ère du web, en fait, et jusqu'aux dernières évolutions de l'interface utilisateur au niveau du web, donc aux alentours de 2010 et 2011. Voilà. Et depuis, en fait, on n'a pas beaucoup bougé, en fait, depuis, et je vais l'expliquer aussi pourquoi, au bout du compte, l'interface graphique, l'interface utilisateur reste à peu près la même depuis plus de 30 ans. Voilà, on a quelques petits ajustements, effectivement, mais fondamentalement, les métaphores que l'on utilise, les principes que l'on utilise remontent aux principes de 73, de 81 et de 84. Donc en fait, depuis, on n'a pas réinventé beaucoup la roue, en fait. Et la raison est très simple à comprendre, et ça, on va le voir tout à l'heure. Voilà, donc je remercie les équipes de Théodo pour nous accueillir. Donc c'est l'avant-dernier meet-up que nous ferons ici. Voilà, avec tous nos partenaires annuels, Salesforce, Progress et OSAxis. Donc ça c'est programmé, donc avec le dernier numéro donc, où on parle de ChatGPT, éco-conception avec les équipes de Zenica et le 100% Cloud qui est paru il y a maintenant presque un mois. Voilà, et les derniers numéros de Technosaur aussi, donc le numéro double 13-14 qui est sorti il y a une semaine, où on vous explique en long, large, en travers comment dumper vos disquettes. En fait, c'est comment on récupère les contenus des disquettes, on les archive et on peut les recréer aussi à partir de disquettes neuves qu'on peut toujours acheter dans le commerce. Voilà. Et oui, toujours. Que ce soit des 5 accords ou des 3,5. Les disquettes neuves se trouvent toujours, même sur Amazon. Incroyable, mais ouais, tout à fait. Voilà. Et le volume 4 de notre histoire de la micro-informatique sur la micro-informatique française. Voilà, donc 170 pages sur gloire et décadence et coups bas de la micro-informatique française des années 60 jusqu'aux années 90. Voilà. Et c'est pas joli à lire. Voilà, parce qu'on y apprend toutes les messes basses qu'il y a pu avoir et pourquoi en fait l'informatique française a disparu au milieu des années 90. C'est comme ça. Donc les prochains événements, le meet-up, le dernier meet-up de la saison, donc c'est le 27 juin, où on va parler, alors donc c'est le meet-up 34 parce qu'il devait avoir lieu en avril, mais on a dû interchanger, où on va parler Kubernetes et Java. Et enfin, la DEFCON 20, qui aura lieu le 19 octobre et non pas le 15 juin. Donc c'est bien le 19 octobre. Conférence sécurité, Secure by Design et la qualité du code sur le campus de l'Effray Paris. Voilà, donc c'est le 19 octobre. Voilà. Et on reprendra les meet-up sans doute tout début juin, tout début octobre et non pas en septembre. Voilà. Donc on va les décaler un petit peu, première semaine d'octobre sans doute. Voilà. Et dans quelques jours, nos amis du serveur SD reviennent à Paris. Donc là, on fait tout ce qui est on fait de ma infrastructure sans serveur. Donc tout ce qui est functions, lambda côté Amazon, function côté Google et côté Azure, et plus largement le serverless, donc comment effectivement on automatise les infrastructures sans intervenir au niveau de l'infrastructure. Donc on va parler un petit peu de l'interface graphique. Alors, comme on est peu nombreux, comme ça je pourrais poser encore plus de questions. À votre avis, quand apparaissent les premiers éléments de l'interface graphique? 63. Ouais, en 63. En fait, voilà. Et en fait, ce
qui est comme assez drôle, c'est que en fait, on s'aperçoit que l'interface graphique, c'est pas une idée récente en fait. Hein. On n'attend pas que le Mac ou que le Lisa sortent en 83 et 84 pour avoir une réflexion autour de l'interface graphique. En fait, on a durant plus de 10 ans, 15 ans, un certain nombre de projets qui vont se créer, notamment soutenus par la DARPA. Donc c'est la défense américaine, c'est la cellule de recherche et développement de la défense américaine, même si la DARPA, précédemment ARPA, est une structure qui est indépendante du Pentagone, je précise, c'est pas intégrant Pentagone et ça ne dépend pas de l'armée, c'est une structure qui est soutenue par le Pentagone, mais totalement indépendant d'eux. Voilà. C'était valable pour l'ARPA. La DARPA, c'est l'héritier de l'ARPA, mais la DARPA, par contre, elle est plus intégrée effectivement au Pentagone américain. Voilà. Donc, DARPA vont soutenir effectivement tout un tas de recherches, et notamment en 63, effectivement, parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Il y a effectivement le fameux MIT, hein, donc le fameux MIT, qui va aussi entamer un certain nombre de recherches dès les années 60 et 70 dessus, et évidemment le gros morceau là où on va vraiment voir émerger en fait les interfaces graphiques, c'est au fameux Xerox PARC dans la baie de San Francisco à partir de 72-73. Et à partir de là, effectivement, on va voir découler l'interface graphique qui va arriver une dizaine d'années plus tard seulement, quand l'ordinateur personnel va vraiment s'imposer auprès de l'entreprise et du grand public. En fait, il faut voir que les deux mouvements, ils vont de pair, en fait, au bout du compte. Quand on n'a pas d'informatique dite personnelle, on n'a pas des besoins de l'interface graphique. C'est en fait quand l'ordinateur personnel va vraiment émerger qu'on va voir émerger en même temps ce besoin de simplifier l'accès à l'information, donc à l'informatique en général. Donc, c'est pas du hasard, en fait, tout ça, à la base. Donc ça, c'est un beau schéma. Donc ça, si vous le voulez, ça, je peux le renvoyer. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, au niveau de l'interface graphique, on a 3 grandes étapes, on va dire. La première étape, on est vraiment dans de la recherche et développement. Donc, c'est années 60, début années 70. Et on va avoir 2 grands projets vraiment essentiels qui vont définir qu'est-ce qui va se passer au parc en 72 et 73, mais on est vraiment dans de la recherche. On n'est pas du tout dans de la production. La production en masse de l'interface graphique, c'est seulement début années 80, avec le Xerox Star 8001 et évidemment le Lisa, puis le Mac en 83 et 84. Donc là, on a vraiment 2 grandes étapes. On a d'abord la recherche pure et dure, puis ensuite la mise en production. Et là, effectivement, on a un espace-temps, effectivement, d'au moins 10 à 15 ans entre les deux. Et c'est le Xerox, le Lisa et le Macintosh qui vont faire émerger tout ce qu'on connaît aujourd'hui. En fait, c'est quoi? C'est le Windows, c'est Linux, etc. C'est des interfaces Linux, c'est BIOS en 91 et 92, etc. Mais effectivement, le fondateur, en fait, c'est le PARC, Alto, c'est le Xerox Star en 81, puis surtout le Lisa et le Macintosh, en fait, qui vont poser les bases de ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Alors, effectivement, les premiers travaux, en fait, autour de l'interface graphique, c'est 63, et c'est le projet Sketchpad. Alors, Sketchpad, en fait, c'est un projet très, très important parce que c'est un certain Ivan Sutherland, qui n'est pas un inconnu. En fait, Sutherland, c'est un des papes absolus du système d'exploitation. C'est un des pionniers, en fait, dans les OS. D'ailleurs, toute personne qui veut connaître le fonctionnement très bas niveau d'un OS a forcément lu son bouquin. C'est un passage obligé pour tous les ingénieurs, vraiment, système très très bas niveau. Donc là, on est en 63, et en fait, en 63, donc, il va initier le projet Sketchpad dans le cadre de sa thèse. En fait, et il va commencer effectivement à avoir une réflexion autour de ça. Et il se dit comment, effectivement, interagir intelligemment avec un ordinateur. Alors, je ne parle pas de micro-ordinateur, je parle bien d'ordinateur, dans le sens terminal, mainframe.
Je rappelle, en 63, le microprocesseur n'existe pas, donc de facto, le micro-ordinateur n'existe pas non plus à ce niveau-là. Et donc, il va effectivement mettre en place ce que l'on voit là, donc ça c'est Sutherland en fait, à gauche, et en fait il va créer un terminal où il va interagir avec un écran standard, et un crayon optique, et le crayon optique en fait a été inventé aux alentours des années 62. Donc on est vraiment très très proche de cette invention-là. Et là, effectivement, il va commencer à programmer des outils pour pouvoir interagir avec l'écran. En fait, il crée une interface homme-machine entre l'écran, lui, et le crayon optique à ce niveau-là. Et surtout, ce projet-là, qu'on a totalement oublié aujourd'hui, hein, ça j'en conviens. Et en fait, ce projet-là va inspirer un autre projet, c'est la tablette graphique RAND, R-A-N-D, qui sort en 64. Voilà, donc ça c'est le sketch. Alors juste pour vous donner une info, en fait, le Sketchpad, en fait, il fonctionne avec un TX2, donc c'est un énorme ordinateur central composé de 22 000 transistors. Voilà, donc vous imaginez les plaquettes effectivement électroniques dessus, et c'est notamment sur un de ces modèles-là que le fameux ARPANET va naître, aussi accessoirement. Et il dispose, incroyable mais vrai, mais quand même de 64 K de mémoire. Alors pas des mémoires Intel comme on va les avoir 70 et 71, mais des mémoires à tore ferrite. En fait, c'est des petits bobides. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu le 11, on avait exactement la même chose dans les ordinateurs de bord. Et en fait, donc, la tablette RAND est très très importante. Donc là, on est en 64. C'est sans doute la première tablette graphique jamais sortie au monde. Donc en fait, c'est comme là, mais en beaucoup plus affiné, en beaucoup plus intégré. Et en fait, la tablette RAND va être vraiment une étape importante parce que c'est vraiment une machine dédiée, packagée, construite pour ça. Alors, vendu effectivement très très cher à l'époque. À l'époque, on estime que le prix de départ, c'est 18 000 $, qui à l'époque était considérable. Et surtout, les ingénieurs qui créent cette tablette graphique vont inventer un langage de programmation pour pouvoir interagir avec le stylo graphique. Et ce langage, c'est le Graphical Input Language, ou GRail, donc à ne pas confondre avec Rails de Ruby, comme on l'utilise actuellement. Et cet outil était capable de reconnaître 53 objets, des nombres, des lettres ou des objets dessins. Ce qui, à l'époque, c'est assez incroyable, parce qu'encore une fois, tout le calcul est déporté ailleurs. Donc là, on est vraiment dans le prémisse en fait, de l'interaction homme-machine et des premières interfaces interactives entre la personne qui l'utilise et la machine proprement dite. Et voilà quoi, effectivement, ressemblait un petit peu. Donc voilà, et alors pour ceux qui ont connu le TO7 et le MO5, c'est le même type de stylo optique. C'est exactement pareil, sauf que là, effectivement, contrairement à Sutherland, on ne dessine pas, on n'interagit pas avec l'écran, donc un tube, mais vraiment avec une tablette graphique au sol qui remplace le clavier en tant que tel. Donc vraiment une étape très très importante dans l'apparition de ces interactions homme-machine. La troisième étape, c'est vraiment, quelques années plus tard, donc là on est en 68, c'est le projet Online System. Et alors pourquoi c'est un projet important? Alors lui, c'est un projet qui est initié par la DARPA. En fait, c'est la DARPA qui finance ce projet-là. Et l'objectif de ce système, donc là, on est vraiment dans un ordinateur complet, donc écran, clavier, etc. L'idée, c'est d'avoir un clavier, une souris, les hyperliens. Parce que, en fait, c'est grâce à ce projet-là que les hyperliens apparaissent, tels qu'on les utilise encore aujourd'hui. Ils vont inventer le concept de la souris. C'est grâce effectivement à DARPA que la souris est créée. Et, incroyable mais vrai, lors de la présentation officielle de ce système-là, ils vont même organiser une vidéoconférence à distance. Alors, pour 68, c'est vraiment un exploit. Et surtout, on avait des logiciels intégrés, même de la messagerie intégrée, qui s'appuyait sur ARPANET. Et surtout,
Là, c'est vraiment l'apparition du concept du WYSIWYG. Ce que l'on tape, on le voit forcément à l'écran. Ça, c'est le concept de base vraiment de l'interface, que ce soit une interface textuelle prompt classique ou que ce soit de l'interface graphique. Donc là, on est vraiment effectivement à ce niveau-là. Et pourquoi c'est un projet vraiment extrêmement important? Parce que quand on voit la liste en fait de toutes les technologies que ce projet-là va créer, on se dit qu'ils étaient largement en avance. Donc, il crée la souris, l'affichage plat 2D, le multimédia, parce qu'on était capable d'utiliser des fichiers images, des fichiers vidéo, de la vidéoconférence ou textuelle, ce qui est assez incroyable. Les hyperliens, le multifenêtrage, le système, il savait gérer plusieurs fenêtres en même temps sur l'écran. Là aussi, c'est assez incroyable pour l'époque. Vu les capacités de calcul de la machine, voilà, il ne faut pas s'attendre à des performances vraiment extrêmement fortes. Et surtout, ils avaient aussi un système de commande interne défini et standard sur l'ensemble du système. Donc ça, c'est aussi un progrès extrêmement fort. Et ensuite, il fonctionnait en mode client-serveur. En fait, le front, c'était vraiment une sorte de terminal, et le gros du calcul était fait effectivement sur le mainframe central, comme toujours effectivement à cette époque-là. Et à quoi il ressemblait en fait? Mais il ressemblait à ça. Ah, donc quand même une machine un petit peu, voilà, un petit peu grosse, mais on voit que l'écran, hein, c'est voilà, donc, mais il ne faut pas qu'il tombe sur nous. Mais effectivement, on a déjà les premiers prémices vraiment de l'interface graphique telle qu'on va le voir apparaître à peine 5 ans plus tard, dans un petit laboratoire de recherche, hein, le Xerox PARC, qui a été créé en 71 en fait par Xerox dans la baie de San Francisco. Alors, pourquoi le parc est important? En fait, le parc, quand en 71 il est né, Xerox voulait vraiment un endroit où les chercheurs ils pouvaient libérer leurs recherches et vraiment chercher surtout n'importe quoi. Je rappelle que le parc va inventer quand même le réseau Ethernet. C'est au parc effectivement qu'Ethernet est créé, que la prise Ethernet est créée, que le protocole est créé. L'imprimante laser, c'est au parc qu'elle est créée aussi, dès 72-73, même s'il faut attendre plus de 5 ans avant que la première imprimante laser soit mise sur le marché. Mais effectivement, elle est créée là-bas. Et autre invention extrêmement importante, c'est le fameux Alto. Donc le Xerox Alto, en fait, c'est, alors pareil, c'est pas un projet final, c'est vraiment un projet de recherche. Alto, donc là, c'est vraiment un micro-ordinateur intégré, donc avec un écran, clavier, souris, et surtout une interface graphique pilotable au clavier et à la souris. Alors souris, trou à bouton, mais c'est vraiment une avancée extrêmement importante parce que là, en fait, il va reprendre l'ensemble des avancées que l'on a vues en 63, 64 et 68 pour vraiment l'intégrer dans un système graphique entier, entièrement objet, parce que je rappelle que le système Alto est codé en Smalltalk, créé justement aussi au parc pour ça. Et en fait, Alto, le système graphique Alto est vraiment une avancée fondamentale parce que il va permettre effectivement de créer ses premières interfaces véritablement graphiques. Alors, si on écoute le discours de Kay, donc effectivement Alan Kay, qui est un des pères fondateurs de Alto, lui, en fait, il considère que l'interface graphique n'est pas une finalité. L'interface graphique doit servir le développeur, mais pas l'utilisateur final. Alors que d'autres ingénieurs au parc, et ce sera d'ailleurs la position de Jobs quelques années plus tard, c'est l'inverse. L'interface graphique doit non pas servir aux ingénieurs, mais aux utilisateurs finaux. Et selon le prisme d'où on regarde effectivement l'usage, on va commencer à comprendre vers quoi une interface graphique doit aller. Donc Alto, en fait, il naît véritablement le 19 décembre 72, avec un mémo fondateur où il définit l'ensemble des specs du Alto. On a la mémoire vive, on a l'unité de stockage, et pour 73, c'est énorme, on a 10 mégas de stockage quand même, ce qui est énorme.
un écran avec de la VRAM, une résolution de 825 par 620, ce qui est déjà énorme pour l'époque, clavier, souris, processeur et l'accès réseau. Parce que la machine, en fait, est une machine par conception communicante. Elle doit communiquer avec le monde extérieur. Et ça, c'est un point extrêmement important, en fait. Et grâce, en fait, à ces ressources, effectivement, les équipes vont pouvoir développer, ce que l'on a vu là, en fait, une véritable interface graphique avec le multifenêtrage, le concept de menu qui va commencer à apparaître, et surtout les icônes qui vont s'installer durant les itérations du système sur le bureau virtuel. Mais tout n'est pas inventé en même temps. En fait, le menu apparaît dès les années 60, dès les années 70. Par contre, les icônes apparaissent seulement un petit peu après. En fait, parce qu'on ne comprend pas l'usage de l'icône, en fait. Et l'icône va répondre effectivement à un besoin de métaphore. En fait, il faut garder à l'esprit qu'une interface graphique, c'est la métaphore du réel. Et c'est comment, en fait, on transpose un bureau de l'époque en bureau virtuel. En fait, dans les années 70, quand l'Alto va naître, on est dans la mouvance, entre guillemets, de l'informatique dite effectivement intelligente, de la bureautique effectivement intelligente. C'est comment on transforme la bureautique papier de l'époque en une bureautique intelligente avec des machines effectivement automatisées. L'ordinateur, en fait, doit répondre à ces problématiques-là. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'un certain nombre de constructeurs, quand on voit leur publicité de l'époque dans les entreprises, on vire tout ce qui est papier, etc., ou crayon, sur le bureau pour avoir que le micro-ordinateur. Et la logique de l'Alto, c'est ça en fait. On est vraiment, encore une fois, dans la mouvance de la bureautique dite intelligente, comment l'informatique va pouvoir révolutionner en fait le métier des secrétaires. Et ça, c'est vraiment un point très très important à ce niveau-là. Cette photo d'avant de l'interface, ça remonte il y a combien de temps ça? Ça, c'est 73. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand changement parce que. De toute façon, une interface reste une interface. Oui, c'est vrai que. Non, il n'y a pas eu. 73. Et ça, c'est une des photos pour moi d'ailleurs, où on voit des enfants qui animent effectivement des chevaux avec l'Alto. En fait. Mais il faut quand même comprendre que l'Alto reste vraiment un projet de recherche. Il n'a pas la finalité d'être mis sur un marché, même si une pré-série est construite, mais en nombre extrêmement limité. Dans mes mémoires, la Maison Blanche va en acheter 2. Mais ça va pas vraiment au-delà. Par contre, à partir de 77, en fait, Xerox va vouloir pousser le projet vers le vrai marché. Parce que Xerox, ils sont pas bêtes. Ils voient qu'il y a le Commodore qui sort, le PET, il y a l'Apple II qui sort aussi en même temps. Et là, ils commencent à s'apercevoir qu'il y a une informatique dite personnelle qui commence à se développer en entreprise, à la maison, dans les écoles. Et surtout, cette micro-informatique se coupe de la mini-informatique, donc des mainframes. L'ordinateur devient indépendant. Et là, Xerox se dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est pour ça qu'en 77, en fait, il crée une division qui va avoir pour charge de développer sur les technologies Alto un micro-ordinateur dédié, compact, totalement indépendant, avec une interface graphique. C'est ce qui va être, effectivement, ce qui va sortir en avril 81, c'est le Xerox Star. C'est le premier micro-ordinateur, effectivement, à avoir. Voilà, c'est celui-ci. En fait, c'est le micro-ordinateur complet, clavier, souris, imprimante laser aussi, si on était assez riche pour l'avoir, et effectivement un écran graphique. Avant le Macintosh et Lisa, donc. Exactement. En fait, on est plus de 2 ans avant, en fait, à ce niveau-là. Et donc, en fait, le Star, il a nécessité plus de 4 ans de travail, même si Alto date de 73. Donc là, en fait, les ingénieurs, ils sont partis presque de zéro. En fait, ils ont dû repackager tout le système, toute l'interface graphique et essayer de donner une interface cohérente et utilisable par tout le monde.
Parce que comme c'est un ordinateur qui est pour les entreprises, tout le monde pouvait s'en servir. Donc en fait, il fallait vraiment simplifier l'usage en fait de cette interface graphique, et la souris passe de 3 boutons à 2 boutons. D'où les 2 boutons actuels d'ailleurs. Donc le projet aboutit effectivement en 81. Par contre, très gros inconvénient du Star, c'est que déjà, il n'y a pas d'application. Donc ça limite un petit peu. Et surtout, l'entreprise ne l'attend pas du tout. En fait, ce n'est pas un besoin que l'entreprise émet. D'où un échec. Et surtout, il est vendu extrêmement cher. Il est vendu plus de 16 000 $. Ce qui est énorme, effectivement, à l'époque. C'est considérable. 16 000 $ à l'heure actuelle. Ça fait du 140 000 $ actuel, à peu près. On atteint 50 000 $. Donc voilà, d'où l'échec, effectivement, du Star. Par contre, voilà, donc ça, c'est l'interface du Star, telle qu'on le voyait en 81. Et en fait, on retrouve toutes les métaphores qu'on va retrouver sur le Lisa et le Mac, et même Windows, effectivement, un petit peu plus tard. Donc on a bien la fameuse corbeille en bas, on a l'icône de l'imprimante, on a la calculatrice, on a les dossiers, les volumes, et les dossiers alignés en bas, et les fenêtres. Donc, on a vraiment les métaphores de base de l'interface graphique. Et effectivement, avec ça, on fait déjà pas mal de choses, en fait, avec ça, à la base. Mais il y avait tout dans l'écran. L'écran? Il est là? Non, mais tout était dans l'écran. Et... Non. En fait, on a une grosse unité centrale en dessous. Par contre, effectivement, quand le Star naît, il faut bien avouer que le marché de la micro-informatique, elle n'est pas du tout interface graphique. On est vraiment au prompt pur et dur, voilà, comme celui de l'Apple II. On est vraiment dans un prompt basique ou DOS, absolument classique. L'interface graphique, ce n'est pas du tout une problématique que l'on a dans les années 79 ou 80. Ça rappelle ChatGPT finalement. C'est ça en fait. Ça, c'est exactement ça. Et surtout, l'entreprise n'exprime pas de besoin autour de ça. Parce que les utilisateurs étaient tellement habitués aux terminaux et l'accès distant en fait à la ressource, que utiliser un prompt DOS ou un prompt basique, pour eux, c'est naturel. Et d'ailleurs, rappelez-vous que le premier IBM PC qui sort en août 81, donc c'est du PC-DOS, donc c'est du MS-DOS classique, mais 1.0, c'est on tape les commandes sur la commande DOS et puis c'est tout. On ne parle absolument pas d'interface graphique. La seule chose que l'on voit apparaître, c'est entre guillemets des menus dans un shell, effectivement, pour faciliter un certain nombre d'opérations. Effectivement, on voit apparaître des view shell pour le DOS, effectivement, ou pour simplifier la gestion de l'agenda, effectivement, les fameux PAM aux États-Unis. Là, oui, effectivement, on a des petits menus, effectivement, en haut, mais tout est manipulé au clavier. Alors, on a quelques éditeurs qui vont tenter l'aventure, comme c'est Viséon, en fait, en 82 et 83. Donc, c'est un fabricant américain qui va sortir un système graphique, effectivement, alors moins puissant que le Xerox PARC, avec une souris dédiée. Par contre, il est vendu plus de 500 $. Ce qui est la moitié du prix de l'IBM PC bas de gamme. Donc, c'est beaucoup trop cher. Et un échec total, parce qu'en fait, les utilisateurs, ils ne comprennent pas l'intérêt de la chose, en fait. Même si un certain Bill Gates voit l'intérêt tout de suite. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais pour le marché en tant que tel, effectivement, on n'a pas de besoin autour de ça parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Et surtout, on ne comprend pas à quoi ça sert. Par contre, il y en a un qui va le comprendre très très bien. C'est un certain Steve Jobs, effectivement. Jobs, il visite le parc, donc on est décembre 79. Il visite le parc, donc sur les conseils de Raskin. Je ne ferai pas tout l'historique. Il visite le parc. Alors, la première visite se passe assez mal d'ailleurs, mais par contre, il fait le forcing et il a une deuxième visite où là, il voit toutes les technologies qui sont en développement en interne au parc. Et là, effectivement, il comprend tout de suite que l'interface graphique, c'est l'avenir.
on lui montre l'alto, on lui montre la souris, les imprimantes, les nouvelles interfaces, Smalltalk, etc. Tout. Et c'est là où, effectivement, il comprend que la révolution de l'informatique des années 80, c'est l'interface graphique et c'est la souris. Et c'est comment simplifier l'usage de l'ordinateur. Ça, c'était vraiment une obsession qu'il avait. Donc, il rentre chez Apple. À l'époque, donc en 79, il est toujours plus ou moins responsable officieux du projet Lisa. D'accord? Et donc, en l'espace de 2 mois, il reboot entièrement le projet Lisa. Lisa, comme le Mac, donc c'est des projets qui sont lancés en 78 et 79, au départ, ils n'ont aucune interface graphique. C'est comme ce système-là, c'est un pont DOS, Pro-DOS classique. Mais en janvier 80, il n'était absolument pas question d'une souris ou d'une interface graphique. Et c'est Jobs, en fait, qui va imposer aux équipes de changer le projet et il impose qu'on développe une interface graphique pour le futur Lisa. Qui dit interface graphique dit souris. Sauf qu'à l'époque, les équipes d'Apple, ils ne savent pas ce que c'est une souris. Donc en fait, ils vont développer une souris de zéro. Ils vont faire plus de 250 maquettes de souris pour aboutir à la fameuse souris un bouton, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pourquoi un bouton? Pour l'anecdote, en fait, c'est Jobs en fait, qui l'impose. Tout simplement parce que 2 boutons, il estime que ça perturbe l'utilisateur. Il ne faut pas dévier l'utilisateur de l'objectif. L'utilisateur, il ne doit pas être corrompu dans sa vision de l'ordinateur et de l'interface graphique par d'autres choses. C'est pour ça que 2 boutons, pour lui, c'est une incohérence. Tout doit être piloté par un seul bouton. Si on ne peut pas faire une action sur un logiciel, sur l'interface graphique, sur l'interface utilisateur avec un bouton, pour lui, l'interface est mal conçue, l'interaction a un problème par défaut, par concept. Donc il part du constat qu'on n'a pas besoin de clavier, tout doit être fait à la souris et avec un seul bouton. Ça, c'est le point de départ. Point très très important. Et surtout, c'est comment on passe d'une souris qui coûte plus de 350 $ pièce de l'alto à une souris qui va coûter moins de 10 $ à produire. Donc ça, c'est un défi aussi industriel. En fait, on oublie aujourd'hui que créer une interface graphique avec une souris, en 80 et 81, c'est un défi industriel qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Parce qu'il faut produire la souris en masse. On ne parle pas de 50 exemplaires, on parle de millions d'exemplaires. Donc c'est un défi effectivement de logistique. Il fallait aussi que les développeurs implémentent la souris par défaut dans l'interface graphique. Et ça, c'est aussi un problème de taille pour les développeurs aussi. Et comment, en fait, les deux vont fonctionner totalement en osmose entre la souris et l'interface graphique. Et surtout, à l'époque, on avait un petit problème, mais vraiment un tout petit problème, c'est qu'à l'époque, en fait, le matériel n'était pas adapté. Et c'est pour ça qu'en 81, en fait, au printemps 80, pardon, le Lisa va utiliser le Motorola 68000, parce qu'il était beaucoup plus puissant que le processeur de l'Apple II qui était prévu initialement. Parce qu'en fait, ils se sont aperçus d'un petit problème, c'est que pour avoir une interface graphique dans un micro-ordinateur, il faut un processeur qui soit extrêmement puissant. Parce qu'il faut recalculer à la volée toutes les zones qui sont affichées à l'écran. Quand on déplace une souris, il faut gérer en fait le déplacement de la fenêtre et du curseur de la souris en même temps. Et recalculer en background ce que l'on ne voit pas non plus. Donc en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on voit effectivement à l'écran. Donc effectivement, quand le Lisa est rebooté, effectivement, il faut rebooter le matériel aussi. Et c'est pour ça que, en fait, les premiers tests de l'interface graphique telle qu'on la connaît dans le Lisa 283, en fait, ils vont changer le cœur de la machine avec le 68000 pour pouvoir avoir suffisamment de puissance. Et l'autre problème qu'ils voient très vite, c'est une interface graphique, oui, effectivement, mais qui nécessite aussi énormément de mémoire vive. D'où aussi l'obligation de sortir le Lisa avec 1 méga de
mémoire vive. Ce qui, à l'époque, c'était colossal. Parce que sinon, en fait, le système, il n'était pas utilisable. L'autre problème, voilà, et d'où aussi le prix de 9 995 $ du Lisa, parce qu'en fait, tout coûte cher. Et surtout, le système du Lisa occupe plus de 5 disquettes. Et donc, pour pouvoir utiliser le système, il fallait utiliser un disque dur. 5 mégas et les plus riches 10 mégas. Et donc, il fallait installer le système sur les disques durs pour que le système, en fait, il soit réellement utilisable. Le système complet, il pesait 2,5 mégas. Ce qui, à l'époque, c'est énorme. Mais sans ça, en fait, le Lisa n'est pas exploitable. Et le système du Lisa n'est pas exploitable. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Oui, ça c'est clair. Mais voilà, en fait, les contraintes qu'ils ont eues étaient véritablement énormes. En fait, ils ont dû concevoir le logiciel, le matériel, mettre le matériel au niveau, que les deux équipes hard et soft travaillent ensemble, et que les équipes de développement puissent coder les routines graphiques qui seront utilisées par le système graphique. Et tout ça va se faire en moins de 2 ans. Ce qui est un travail tout simplement gigantesque. Et en fait, l'interface du Lisa vont être figées en septembre 81 par un document essentiel. En fait, c'est les bases de l'interface graphique du Lisa qui vont être figées dans des guidelines officiels. Et les développeurs vont s'en servir comme ça pour finir le projet. Donc vraiment, un projet extrêmement important et extrêmement lourd à gérer. Et d'ailleurs, une partie des développements de l'interface graphique vont être faits par des ingénieurs venant du parc et qui vont être débauchés par Apple, comme un Tesla, comme effectivement Alan Kay, qui va être débauché par Jobs en personne. Et bien Alan Kay va effectivement aider les équipes à développer le Lisa, puis le Mac. Rien n'est au hasard. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, quand Microsoft sort Windows, une partie des équipes Windows viennent du parc. Les développeurs de Word viennent aussi du parc. Le copier-coller, le fameux copier-coller, il est inventé pour le Alto, et qui va être ensuite repris par... voilà. Et en fait, il n'y a pas de hasard ou de surprise. Et c'est là où on comprend que l'Alto, en fait, sert vraiment de base à tous ces projets-là, qui vont vraiment apparaître à partir de 81. Donc voilà, en fait, le premier essai de l'interface graphique, c'est le Forms Editor du Lisa. Donc une interface vraiment très, très dépouillée. Alors là, on est fin année 79, donc c'est entièrement piloté au clavier, parce que la souris, on ne l'a pas encore. Mais déjà, comme à l'époque, on voulait passer à de l'interface graphique, même si l'interface était encore très simple. Donc là, c'est les premiers développements que l'on voit apparaître en été 79. Et très rapidement, effectivement, on va aboutir à des interfaces déjà beaucoup plus complètes et beaucoup plus complexes. Donc c'est pareil. Donc c'est le Forms Editor, mais déjà, on voit des éléments essentiels, les notions d'onglet en bas et les fameux ascenseurs. Et en fait, la notion d'onglet d'ascenseur, en fait, c'est avec le projet Lisa qu'on les voit apparaître vraiment dans un produit, entre guillemets, grand public. Donc ça date du printemps 80. Et en fait, c'est les premières interfaces du Lisa qui intègrent la gestion de la souris par défaut. Donc là, on est en 81. Et là, effectivement, on commence à être beaucoup plus avancé. Le Forms Editor, c'était vraiment un logiciel de bureautique. Là, en 81, on passe vraiment, non pas du côté pro, mais côté utilisateur final. Et qu'est-ce qu'il faut pour un utilisateur final? C'est naviguer dans les documents, dans les dossiers. Et en fait, là, on a l'expression du premier Finder ou du premier gestionnaire de fichiers, tel qu'on va le voir sur le Mac et puis le Windows. Et alors, pour ceux qui ont un petit peu de culture informatique,
ça rappelle ce que l'on va voir plus de 15 ans plus tard dans le Next, avec la notion de colonnage. Et en fait, le founder du Next, en fait, il s'appuie sur ça. Comme quoi, le Lisa était déjà effectivement à la base de presque tout. Voilà, donc ça c'est... Alors, ouais, c'est vrai que la photo est un petit peu jaune. Donc ça c'est la version 3 du Lisa OS. Donc là, on a déjà tout ce qu'il faut, en fait. On a la corbeille, le multi-fenêtre, les menus système là-haut, et tous les icônes en bas, le fameux album, le disque de volume et les préférences. Voilà. Donc ça, c'est la version qui date de 84. Par contre, le gros défaut, effectivement, du Lisa, c'est que le Lisa était quand même assez compliqué, effectivement, à utiliser. Par contre, c'était un OS extrêmement en avance, parce que si on regarde un petit peu les specs, en fait, le système du Lisa avait la mémoire protégée. Et oui, déjà à l'époque. La notion de dossier, la protection contre la copie, qui était intégrée directement dans le logiciel et dans le matériel, le multitâche coopératif, sans quitter le système. Il gérait le réseau par défaut et un système d'impression par défaut. Donc vraiment un système extrêmement avancé, effectivement, à l'époque. Et surtout, il était multilangue. En fait, à l'interface, au démarrage du système, en fait, le système changeait la langue de l'interface selon le clavier qui était connecté au Lisa. En fait, le Lisa disait si c'était un clavier anglais, français, etc. Et l'OS chargeait dans l'interface graphique la bonne langue pour afficher les menus en anglais, en français, etc. Donc vraiment extrêmement avancé à l'époque. Et au même moment, on a le fameux projet Mac, hein, donc c'est le Macintosh, donc Jobs va reprendre. Le Macintosh, en fait, est dans une situation très paradoxale. Pourquoi ? Parce que c'est une interface graphique qui va reprendre du Lisa, ça c'est pas le souci. D'ailleurs, une partie des équipes qui conçoivent le système Mac viennent du Lisa. Mais en fait, pourquoi le Mac est tellement important dans l'histoire de l'interface graphique ? Tout simplement parce que le Mac va donner une expérience beaucoup plus homogène et beaucoup plus complète aux utilisateurs. En fait, il va simplifier énormément de choses, là où le Lisa, effectivement, il n'a pas su le faire. Et c'est pour ça que dès le départ, en fait, toutes les actions que l'on va pouvoir faire au niveau de l'interface graphique du Mac, en fait, sont faites très simplement. Parce qu'on a une cohérence dans les interactions qui font qu'on dépouille au maximum l'interface graphique. Il ne faut pas que l'interface graphique soit complexe inutilement. Tous les éléments de l'interface graphique doivent avoir une logique dans son espace. Et ça, c'est vraiment un point important. Et l'autre point important, c'est que le système du Mac, l'interface graphique comprise, doit tenir sur une disquette de 400K, pas plus. Ce qui est un exploit. Alors oui, effectivement, le premier système Mac est beaucoup moins complet que le Lisa. Par contre, il est beaucoup plus léger que le Lisa, même s'il offre moins de choses. Et ça, c'est un point extrêmement important. Le système et l'interface tient en 400K. Alors, l'anecdote, c'est que les routines graphiques sont directement intégrées dans la ROM. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite dans les calculs, évidemment. Et surtout, on allège, parce qu'en fait, la librairie graphique, c'est quand même plus de 4000 routines en tout pour dessiner l'interface graphique du Lisa et du Mac. Ce qui est quand même énorme. Et sur PC, en fait, sur PC, comme je l'ai dit, en fait, rien de nouveau. Hein. En 81, le PC sort, donc c'est du prompt DOS classique. 83 et 84, rien ne bouge. Alors, on a quelques bribes d'interface graphique, des viewers shell, etc. Mais en fait, fondamentalement, on n'a aucun équivalent du Lisa
ou du Mac côté PC. Ça viendra effectivement après. Les premières tentatives avec le Windows 1.0 en 85 est un échec absolument complet parce qu'en fait, on n'a aucun logiciel qui est adapté pour ça. Même à Windows 2, ce sera aussi un échec. Et c'est vraiment à partir de Windows 3, donc en 91, en fait, que Windows va s'imposer parce que Microsoft a enfin compris que pour qu'une interface graphique, un système graphique fonctionne, qu'est-ce qu'il faut? Des logiciels. Le Lisa a échoué, le prix évidemment, mais surtout parce qu'il n'y avait pas de logiciel. Le Mac a été malgré tout un succès assez vite parce qu'ils ont eu les logiciels. Et Microsoft a eu accès aux prototypes aussi, bon, accessoirement, mais ça je ne reviendrai pas dessus. Mais voilà, mais en tout cas sur PC, on n'a pas encore d'équivalent de l'interface graphique tel qu'on le connaît sur le Xerox Star ou sur le Mac et le Lisa. L'autre défi, qui apparaît en fait très très tôt, c'est quid de la mobilité, quid de l'informatique dite portable, parce qu'effectivement les premiers transportables apparaissent en 83, 84, hein, donc avec Compaq, avec Osborne, K-Pro. Et effectivement, très rapidement, au milieu des années 80, se pose la question de comment on va pouvoir interagir entre le matériel, les usages et l'utilisateur final. Et c'est vrai qu'on a déjà, dès la fin des années 80, des tablettes PC qui sortent, mais avec le DOS. Donc, ce n'est pas du tout adapté, évidemment. Par contre, il y a des réflexions quand même qui se posent, c'est quel type d'OS il faut avoir, quel type d'interface il faut avoir sur un matériel mobile, que ce soit un téléphone mobile ou que ce soit un ordinateur portable. Quelles interactions on va autoriser aux utilisateurs. Et puis surtout, comment on va faire interagir l'interface graphique, l'OS, avec le matériel. Et ça, c'est vraiment un point effectivement assez important. Donc là, je vous ai résumé quelques étapes vraiment très très importantes en fait de l'interface qui devient mobile. Une des étapes importantes, c'est le Simon, c'est l'IBM Simon. Alors je pense qu'ici personne n'en a entendu parler. En fait, c'est le premier smartphone digne de ce nom qui sort sur le marché. On avait l'habitude des fameux brick phones, hein, donc ce sont d'énormes phones en fait qui pèsent 2-3 kilos. Voilà, bon, voilà. Après on a les fameux feature phones comme les Nokia, etc., mais qui sont très très basiques. Bon, voilà, on a quelques petits jeux comme le Serpent, etc. Mais vraiment, en fait, en 92, IBM révolutionne avec le Simon. En fait, c'est un écran Crystal LCD sur la face avant du téléphone. Il a un système embarqué et il a même une interface graphique embarquée. Et l'interaction se fait avec un stylet. Parce que l'écran, alors c'est pas un écran tactile, mais c'est un écran capacitif. Donc en fait avec un stylet. Bon, après on a effectivement le Newton, hein, donc le fameux Newton, donc c'est un PDA, puis après on a le Palm aussi, et puis après on a le fameux tablette PC de 81, enfin de 2001, qui était un échec parce que Microsoft en fait n'a toujours pas compris que pour réussir un système mobile, une interface mobile, il faut une interface réellement mobile. Il ne faut pas transposer un Windows sur une tablette. Ça n'a aucun sens. L'échec du tablette PC en 2001, c'est ça en fait. Microsoft n'a toujours pas compris ça. Ça, ils mettront un petit peu de temps pour le comprendre. Le fameux Simon, voilà, donc effectivement, et on interagissait, et surtout, il n'avait pas de clavier. Tout se faisait effectivement à l'écran avec le stylet. Donc là, c'est vendu très très cher effectivement à l'époque, alors très très mal vendu. Par contre, on avait déjà une notion d'interactivité mobile et d'interface graphique mobile et l'usage du stylet. Donc là, effectivement, on avait déjà ça. Donc là, on est en 92. Une des premières tablettes, donc ça, c'est le GridPad de 89, sous DOS. C'est pas du tout adapté et la tablette, elle pesait quand même plus de 2,5 kg. Donc, au bout de la journée, effectivement, on se musclait bien le bras. Ça posait aucun souci à ce niveau-là.
le fameux Newton. Alors Newton, effectivement, très très belle OS, très très belle machine, sauf qu'ils vont mettre plus de 3 ans à stabiliser l'OS et surtout que la reconnaissance des écritures soit vraiment efficace. Mais par contre, là, effectivement, on comprend ce qu'est qu'une interface mobile et surtout un système mobile avec les services qui vont avec. Échec, oui, mais qui montre la voie comme le Simon, effectivement, en 92. Donc ça, c'est quand même effectivement un point très important. Et le fameux BlackBerry, évidemment. Alors, le BlackBerry, en fait, il faut le voir comme effectivement une sorte d'hybride, en fait, parce qu'il va s'appuyer sur le système Palm, après, ils vont développer leur propre système, et ils vont même s'inspirer des icônes Windows pour avoir une expérience, effectivement, qui rappelle un petit peu Windows, en fait. Mais on n'a pas vraiment de stylet dans les premiers modèles, on va vraiment utiliser le clavier à ce niveau-là. Et on a un petit truc qui s'appelle l'iPhone, évidemment, qui apparaît en 2007, et qui là vraiment va donner toutes ces lettres de noblesse au smartphone, au système mobile, au téléphone intelligent, et qui simplifie vraiment la messagerie et l'internet mobile avec une interface graphique qui est pensée pour ça. Et ce n'est pas du tout une composition de macOS desktop vers, effectivement, le téléphone. Les fondations seront les mêmes. Par contre, l'interface et la logique de fonctionnement est vraiment pensée et développée pour le téléphone. Et surtout, tactile. Et toutes les actions en fait, du système et de l'interface, et ça, c'est déjà ce qu'il a imposé, tout doit se faire avec un doigt. Pour lui, c'était impératif. C'est comme à la fameuse souris à un bouton. Il a dit à ses équipes dès le départ, si on n'est pas capable de faire une fonctionnalité, une action au niveau interface avec un doigt, il faut refaire. Pour lui, c'était vraiment quelque chose d'absolument obligatoire. Tout devait se faire avec un doigt, pas plus. Alors, évidemment, on a le web, parce que qui dit effectivement interface graphique, dit aussi le web, parce que ça fait partie aussi des principes. Alors là, je vous ai donné quelques petites étapes pour vraiment comprendre un petit peu d'où on vient, et franchement, on vient de très très loin. Donc le premier browser, donc c'est le CERN, donc c'est un browser uniquement textuel, donc c'est les hyperliens, etc. Le premier navigateur avec une interface graphique, c'est le Mosaic, évidemment. Donc là, on est en 93. Opera. Et oui, on oublie que c'est grâce à Opera qu'on a le multifenêtrage. Ah, c'est Opera. Et oui, parce que Mosaic, il ne gérait qu'une seule fenêtre à la fois. Et Opera va permettre le fameux MDI, en fait, le Multiple Document effectivement Interface. Et là, effectivement, on pouvait scinder la fenêtre comme ça en plusieurs sous-fenêtres. Et c'est Opera, en fait, 1.0 qui va le proposer en premier. Donc là, on est en 95. eBay apparaît en 95 aussi. Et quand je vous montrerai la photo de la première version d'eBay, c'est textuel. Voilà. Flash, évidemment. Flash qui va révolutionner l'interface web, évidemment. Donc ça a été vraiment une étape extrêmement importante aussi. Donc Flash inventé par nos amis de Macromedia. Le CSS qui apparaît en 97 seulement, on peut dire, et c'est Netscape 4 en fait qui va l'intégrer. Étape aussi importante qu'on oublie, c'est le fameux IE6, Internet Explorer 6, qui va être un des pires browsers de l'histoire quand même. C'est un browser qui ne respecte pas les standards. Il impose ses mots-clés à lui, et en fait, il est tellement permissif en fait, que tous les bugs passent avec lui. Donc voilà. Et ça posait un très très haut problème parce que les sites en fait, Internet étaient tellement mauvais, certains, que tout passait. Et ça posait vraiment un problème en fait, de cohérence au niveau de l'interface entre les sites. Par contre, en réaction à ça, 3 ans plus tard, on a Mozilla en fait, qui sort la première version de Firefox, qui, lui, par contre, veut remettre en avant le respect des normes HTML et CSS, pour vraiment redonner en fait, un petit peu plus de cohérence effectivement, à tout ça. Puis, enfin, en 2007, on revient à l'iPhone, parce que en fait, c'est l'iPhone en fait, qui va imposer l'internet mobile dans sa forme. Et on va voir que c'est un point important, parce que le responsive design des sites web, c'est l'iPhone qui va l'imposer
58 ans. Donc ça, c'est un point très très important. Bonsoir. Oui. Netscape, on n'entend plus parler, mais il est parti. Il a quitté quand? Netscape, Netscape est mort en 2005 ou 2006. Hein. En fait, mais il a perdu la guerre contre MS, hein, en fait. Hein. Le premier browser, donc sur une Nextcube, en fait, donc ça c'est au CERN, donc là on est en 89, donc c'est vraiment que du textuel. Pareil, textuel, la première version de Mosaic. Première version du multi-document sur le système effectivement Opera. La première version d'IB en 95. C'est un petit peu flashy, hein, mais voilà. Là, on a Flash, hein, qui va vraiment changer en fait de comment on conçoit une interface web, hein, vraiment, et comment en fait on va donner de l'interactivité effectivement à tout ça. Et ça, c'était vraiment une étape extrêmement importante. IE6, voilà. Enfin, ça c'est Netscape 4. IE6, voilà. Et enfin le Firefox 1. Voilà. Et je vais avancer parce que je prends quand même mon temps là. Voilà. Alors, qui dit interface mobile dit qu'est-ce qu'on a derrière ces idées-là? Derrière une interface graphique, on a des notions de métaphore. On a les notions de paradigme, en fait, comment on définit une action, comment on définit les interactions homme-machine, et comment on va symboliser les icônes, les menus, etc. Finalement, comment on peut définir une interface graphique? On trouve des métaphores, on trouve des notions, et ces deux éléments doivent être compréhensibles le plus rapidement possible par l'utilisateur final. En fait, tout doit être immédiatement compréhensible parce que sinon, ça prouve que l'interface n'est pas bien conçue à la base. C'est pour ça que très très vite, on a la notion de skeuomorphisme. Alors, ce mot étrange, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'idée de transposer le monde réel dans le monde virtuel de l'interface graphique. Je prends une chaise. Si par exemple, vous avez une icône chaise qui est liée effectivement à une application, l'icône de la chaise doit être immédiatement reconnaissable. Donc ça, c'est le skeuomorphisme. Donc ça, c'est un point très très important. Les textures de bois, si par exemple on veut représenter une étagère d'une bibliothèque, on le voit plus dans une bibliothèque en bois. Donc en fait, la texture des montants et des étagères doit retranscrire la texture du bois, etc., etc. D'accord? Et c'est pour ça que, en fait, si on prend l'exemple de la calculatrice, pareil, l'icône d'une calculatrice, mais même l'interface d'une calculatrice, doit ressembler à quoi? Une calculatrice. Donc tout ça, c'est le skeuomorphisme à la base. Jobs, d'ailleurs, va réinjecter le skeuomorphisme dans le système dès 1997. Et dans les premières versions de l'iPhone, pareil. Par contre, parfois on va très très loin dans le réalisme. Mais à un moment donné, les designers système se sont dit, est-ce que dans une interface graphique, on a besoin d'être totalement réaliste? Parce que plus vous êtes réaliste dans l'approche de vos icônes, de vos textures ou du design des fenêtres, etc., plus en fait le système va charger les ressources machines. Et ça pose effectivement un problème. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a une contre-proposition au skeuomorphisme, c'est le flat design. En fait, c'est comment on réaplatit et comment on simplifie en fait la représentation de l'interface graphique en retirant le surplus entre guillemets de matière. Si vous prenez effectivement les icônes du téléphone, en fait, tel qu'on peut l'avoir aujourd'hui, on voit les trois étapes effectivement entre le skeuomorphisme initial de 2007, puis le flat design, puis le material design. Donc le material design, c'est côté Android et c'est côté Google, en fait. D'accord? Et le flat design, c'est côté Apple surtout. Après, on a le fluent design, mais ça, c'est côté MS, en fait, et il répond franchement sur le material design et le flat design.
à ce niveau-là. Mais il ne faut pas opposer en fait la tendance d'aplatir les interfaces au skeuomorphisme. En fait, on va garder la notion de skeuomorphisme parce qu'il faut rester réaliste, mais on va simplifier tout ça pour être plus cohérent et donner une expérience effectivement utilisateur beaucoup plus fluide, tout en allégeant en fait la charge système et matériel. Et ça, c'est un point assez important. Voilà effectivement un petit exemple. Hein. Alors ça, c'est tiré des dernières versions d'iOS, effectivement, et de Mac. Hein. Donc là, donc ça, c'est le skeuomorphisme en haut, et en bas, c'est le flat design. Ça n'a l'air rien, mais c'est un travail de designer extrêmement important. Par contre, on garde l'idée que l'icône doit immédiatement être reconnaissable à sa fonction. Et ça, c'est vraiment un point très très important à ce niveau-là. Alors évidemment, qui dit web mobile, qui dit website, site web, c'est comment on va rendre mobile et adaptable tout ça. Et là, en fait, on a deux tendances en fait, qui se distinguent, c'est le responsive design et c'est l'adaptive design. Alors, les deux, en fait, on peut considérer qu'ils fonctionnent. Enfin, l'objectif, c'est toujours le même. C'est comment on va adapter, en fait, un site web desktop vers un site web mobile, que ce soit une tablette ou un smartphone. Le principe, effectivement, il est le même, sauf que, en fait, le responsive et l'adaptive, en fait, ne vont pas du tout fonctionner de la même manière. Le responsive, en fait, il s'auto-adapte. En fait, c'est de lui-même, en fait, il va détecter le format de l'écran pour redimensionner, effectivement, à la volée l'ensemble de l'interface. Ce qui pose parfois des problèmes quand l'interface en fait est très complexe d'ailleurs. Mais c'est lui effectivement qui va le faire de lui-même. Par contre, l'adaptive, en fait, on prédéfinit les emplacements. Et oui. Alors, ce qui est un avantage et ce qui est un inconvénient, c'est qu'en fait, il est moins dynamique. En fait, l'adaptive est plus statique que le responsive design. Et c'est aux développeurs en fait de penser l'interface graphique dès le départ. Par contre, à ce niveau-là. Alors, certains sites effectivement sont faits comme ça. D'autres sites restent effectivement responsive. Et en fait, le responsive est souvent prédéfini par des CMS, etc. Donc, en fait, on vous simplifie un petit peu la vie à ce niveau-là. Alors, le responsive est très flexible. Il se code très vite, il se design beaucoup plus vite et surtout, il supporte tous les écrans. Beaucoup plus que l'adaptive. Par contre, l'avantage de l'adaptive, c'est que on le teste beaucoup plus facilement que le responsive à ce niveau-là. Et surtout, comme on prédéfinit en fait les zones de l'interface, en fait, l'expérience utilisateur est beaucoup plus homogène selon le contexte que le responsive. Parce que parfois, le responsive on part un petit peu en couille quand même. Bon, à la base, hein, voilà, ça part un petit peu parfois dans tous les sens à ce niveau-là. Par contre, l'adaptive nécessite plus de travail, de conception, parce que, encore une fois, c'est aux designers et aux développeurs de prédéfinir les templates, alors que le responsive, il fait ça de lui-même. Et ça, c'est aussi un avantage. Par contre, il est plus rapide au niveau de l'affichage et des performances effectivement intrinsèques. Alors que le responsive est souvent considéré comme plus verbeux au niveau du code qui est généré, plus long aussi à charger, parce que comme il prédéfinit de lui-même à la volée l'affichage, en fait, à l'adaptation, il nécessite effectivement un petit temps de travail en plus qu'à l'adaptive. Donc en fait, on voit bien que le fait d'être passé sur l'informatique mobile a aussi obligé à revoir comment les développeurs vont concevoir les interfaces de leurs propres apps. Et c'est vrai que selon l'option que l'on prend, l'impact ne sera pas du tout le même en fait aujourd'hui. Mais ça, c'est quelque chose aussi de très très important à garder en mémoire. Et l'autre tendance aussi que l'on a, enfin que l'on avait, parce qu'aujourd'hui on en parle un petit peu moins, quoique, c'est le site web proprement dit. Est-ce qu'on garde la notion de multipage ou est-ce qu'on fait du one page? Donc le fameux effectivement SPA.
donc le single page effectivement applicative, qui était très très en vogue il y a 5 ou 6 ans, et qui définit que sur une seule page, en fait, on va tout mettre dedans. Et c'est pour ça qu'on a des pages parfois un petit peu effectivement à l'infini. Ça, c'est vraiment une autre approche effectivement de l'interface effectivement utilisateur. Soit effectivement on fait tout la queue leu et puis après on scrolle en fait la page, soit on garde le multipage. Et aujourd'hui on a une autre tendance, c'est le Progressive Web App en fait, et donc en fait il précharge au fur et à mesure les pages dont on a besoin. Donc ça, c'est encore une autre approche effectivement de l'interface graphique à ce niveau-là. Enfin, je vais terminer sur une réflexion que j'ai appelée l'interface 3D, illusion ou pas. Comment rendre immersive une interface graphique, une interface cliente? Ça, c'est quelque chose effectivement que l'on en est depuis très très longtemps à ce niveau-là. On a des choses effectivement qui nous font sourire aujourd'hui. Là, c'est le Microsoft Bob. Donc, c'est une surcouche de Windows, lente et qui était vendue très très cher. Et en fait, là, on pousse à l'extrême la notion de skeuomorphisme. Mais dans l'idée, en fait, de simplifier à l'extrême l'interface de Windows qui était vue comme trop complexe pour la famille, pour les enfants ou les parents. Donc en fait, comment masquer la complexité du système par une surcouche graphique pour censé resimplifier tout ça? Bon, Bob a été un échec, voilà. Mais c'était vraiment une tentative pour redonner en fait à l'interface graphique une simplification du système, même si là, c'est un échec. Dans Windows, on a eu plusieurs projets d'interface pseudo 3D. Donc, ça, c'est effectivement le système d'Aero, où effectivement, on était capable d'afficher avec un effet de carrousel 3D, effectivement, les différentes fenêtres du système. Là, c'est un projet de recherche interne à Apple, donc ce qu'ils ont surnommé en fait le Finder 3D. En fait, c'était l'idée de donner une profondeur effectivement au Finder, en bas, en haut et sur les côtés, pour vraiment avoir une impression immersive en fait du Finder, comme sur un vrai bureau quoi, en fait. En fait, au lieu d'avoir un bureau effectivement plat en 2D, en fait, on basculait pour avoir effectivement une vision immersive en pseudo 3D. Bon, ce projet est resté à l'état de projet. Donc là, on est aux alentours de 87 ou 89. Sun Looking Glass, où pareil, c'était une surcouche du système. Donc là, en l'occurrence, plutôt de Solaris ou de Windows, où là, effectivement, on reprenait un petit peu l'idée du Finder 3D pour introduire une notion immersive de l'interface. Donc ça, c'est un projet qui date fin années 90. Alors, là, on est plutôt en 2003, pardon. Projet qui n'a absolument pas pris, parce que la surcouche était tellement lourde de mon niveau graphique que les cartes graphiques, en fait, elles ne suivaient pas. Et en termes d'usage, le truc était tellement lent qu'on perdait autant de temps qui chargeait et tout. Mais l'idée, c'était vraiment de comment on transforme un bureau, une interface graphique 2D en 3D, et comment, effectivement, on réintroduit une idée d'immersion dedans. Alors, la question est de savoir, est-ce que, à l'avenir, tout ce qui est casque VR ou VA, donc tout ce qui est réalité virtuelle augmentée, va redéfinir de comment on interagit, va redéfinir le concept même d'interface graphique. Et la réalité mixte, en fait, est très très intéressante. C'est comment on va mixer le spatial réel avec du spatial virtuel. Alors, on a vu ça avec les fameuses Google Glass, et d'autres projets. Voilà. Maintenant, comment transposer ça dans un contexte vraiment de l'utilisateur final et du grand public, et non plus dans du pro? C'est une approche qui n'est pas inintéressante à la base.
Mais maintenant, il faut voir, est-ce que c'est pertinent tout le temps? Ou est-ce que le système d'interface tel qu'on le connaît, l'interface graphique traditionnelle, tel qu'il est défini depuis 1973, au bout du compte, elle est là encore pour quelques années. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Bravo.